Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu miséricordieux, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle activité organisée sous l'égide de la coordination des organisations islamiques suisses en partenariat avec Swiss Islamic Academy. Et aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de notre cher ami Karim Mokhtari. Karim Mokhtari, c'est un écrivain connu. Et il est titulaire de l'ouvrage Rédemption, directeur formateur à l'association Sans Mur, vice-président consultant conférencier à Carcépolis. C'est ça, Karim, hein? Carcéropolis. Carcéropolis, je m'excuse. Toujours, je conserve l'accent marseillais méditerranéen. Aujourd'hui, on va discuter avec Karim sur une thématique très importante, quel modèle d'intégration pour prévenir la délinquance juvénile, surtout que Karim il est connu comme un défenseur sérieux et militant pour un travail social hors mur, un travail social d'une autre conception, loin de la bureaucratie, loin des conceptions classiques. Vraiment, je suis personnellement honoré aujourd'hui de recevoir notre ami Karim Mokhtari. Ce sera une clé de voûte pour le démarrage d'une stratégie partenariat et de coopération avec lui. En plus de ça, on va recevoir Karim Mokhtari le 25 septembre dans le cadre de colloque international en ligne sur la thématique, quelle problématique des jeunes avec les lois, et on attend l'espoir et le souhait de le recevoir en présentiel. Avant ça, j'aimerais bien céder la parole à notre cher ami, professeur Boumedine Bouyahia, pour prononcer le mot d'intervention, le mot d'inauguration au nom de la coordination des organisations islamiques suisses. Ah oui. C'est à vous, monsieur Boumedine. Merci beaucoup, Président, Dr Tahari. Je salue tout le monde ce soir dans cette conférence à la fois scientifique et humaine. Je l'espère avec notre invité d'honneur, Monsieur Karim Mokhtari, grand spécialiste de questions, si vous voulez, sociales, tout azimut à plusieurs niveaux. Le CAIOS œuvre depuis très très longtemps pour sensibiliser, si vous voulez, à la fois le plan de l'opinion publique, et sensibiliser aussi les familles qui sont les premières concernées par ces questions, les questions de la délinquance, les questions de la déviance aussi de notre jeunesse, les questions des injustices que la jeunesse peut subir. Et le CAIOS œuvre à sensibiliser par ces questions et travaille sur ces questions. Et aujourd'hui, c'est pour nous une occasion, une opportunité, une chance d'avoir quelqu'un qui connaît ces questions à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, en étant lui-même eu un itinéraire assez exceptionnel, et qui aujourd'hui, bien sûr, est formateur, consultant, conférencier aussi, hein, Karim. Vous êtes aussi conférencier et vous travaillez sur ces questions multiformes, à partir d'un terreau aussi qui change depuis votre enfance, votre propre enfance, et peut-être on aura l'occasion de parler un petit peu aussi de votre ouvrage qui date déjà 2013, ce fut la première édition, ces questions nous conduisent tous aujourd'hui à reposer toujours une énième fois la même question. Où sont les acteurs sociaux par rapport à cette question, et où sont les institutions aussi par rapport à ces questions? Ne serait-il pas peut-être extrêmement alarmant de constater que c'est les mêmes questions qui se reproduisent au fil des décades, et que rien n'a été fait, à l'exception peut-être
de singuliers conférenciers ou de spécialistes ou d'écrivains ou parfois même de professeurs ou de chercheurs dans leur coin intellectuel, scientifique, voire même comme vous-même dans le terreau de la réalité sociale où se trouve, selon vous, Karim Mortari, le curseur aujourd'hui par rapport à la question de la délinquance juvénile en Europe de manière générale et plus particulièrement, bien sûr, dans le contexte francophone européen? Bien, tout d'abord, merci de m'accueillir pour cette visioconférence. Je suis vraiment ravi d'y participer. En effet, la question de la jeunesse se pose malheureusement à chaque instant, finalement, de la réalité, de la chronologie de nos pays, finalement. Pour moi, le curseur, il se place au niveau de la reconnaissance et de la considération que l'on peut avoir de la jeunesse. C'est qu'est-ce que l'on attend de cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle représente aux yeux des institutions, des nations, des générations, de se dire de qu'est-ce que l'on attend de cette jeunesse. Bien souvent, on entend dire que les jeunes appartiennent à leur nation, mais je pense aussi que les jeunes se posent la question suivante, est-ce que la nation m'appartient à moi aussi? Quel regard cette nation pose sur moi? Quel écart il y a entre une jeunesse en difficulté et une jeunesse un peu moins en difficulté? Y a-t-il une concurrence déloyale entre les jeunesses d'un même pays? Y a-t-il plusieurs jeunesses dans un pays? En tout cas, voilà, c'est autant de questions que se pose la jeunesse, parce que je considère, moi, pour ma part, qu'il n'y a qu'une jeunesse et que les différences se font dans l'esprit de ceux qui la regardent. Et il faut pouvoir, à mon sens, responsabiliser la jeunesse pour lui donner une place de choix dans notre société. La jeunesse, c'est pas dénigrer, c'est pas stigmatiser, c'est pas infantiliser, c'est pas non plus à déshumaniser ou à radicaliser. C'est véritablement à responsabiliser parce que la jeunesse d'aujourd'hui, qu'elle soit ici en France, chez vous en Suisse ou partout ailleurs sur le globe, c'est aussi les hommes de demain. C'est eux qui feront la société de demain. Et si elles s'occupent de nous comme on s'est occupé d'elles, eh bien, parfois, on peut voir le monde un petit peu assez sombre. Je pense qu'il faut considérer la jeunesse, il faut faire grandir notre société en même temps qu'elle. Il faut la regarder à chaque génération avec un regard nouveau, des yeux neufs, se dire que l'on peut miser sur elle plutôt que d'avoir peur d'elle. Donc, miser sur elle, ça veut dire composer une société où la jeunesse serait au centre. Voilà. L'égalité des chances, ça ne doit pas être un leurre, même dans un pays fondateur des droits de l'homme, parce que ici en France, en tout cas, on est un des pays fondateurs des droits de l'homme. On n'hésite même pas à aller au bout du monde pour apporter cette valeur de droits de l'homme, avec des moyens parfois discutables, on peut le dire, sur le plan géopolitique en tout cas, alors qu'en bas de chez nous, nous avons des jeunes nés sur le territoire qui parfois se retournent contre elles-mêmes, qui parfois se replient sur elles-mêmes. Alors, il y a des questions à se poser. Tous les malheurs ne viennent pas que de la jeunesse, parfois aussi, et souvent, malheureusement, je pense, de la société qui l'entoure et qui l'a fait grandir. Parfois entre des murs, parfois entre des problématiques, parfois entre des regards croisés. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut pouvoir améliorer, aménager. Et il va falloir effectivement miser sur une jeunesse capable qui vaut quelque chose et qui n'est pas coupable seulement de tous les maux de notre société. Donc voilà, le curseur pour moi, il est à ce niveau-là, c'est quel regard on pose sur notre jeunesse, comment est-ce qu'on la considère et qu'est-ce que l'on attend d'elle. Donc ça me semble être essentiel, véritablement. Ensuite, pour répondre à la question de la visioconférence, donc quel modèle d'intégration pour prévenir la délinquance juvénile, il me semble, j'ai regardé cette question par le prisme suivant. Je pense, moi, qu'il y a plusieurs clés pour essayer de déverrouiller la situation de la délinquance juvénile dans notre pays, ici en France, mais je pense que ça peut être une clé de voûte, comme vous le disiez tout à l'heure,
pour élargir ce champ à l'Europe et pourquoi pas à la jeunesse mondiale complètement. Je pense d'abord que la première clé, elle va dans le sens d'une certaine émancipation. Il faut que les jeunes arrivent à s'émanciper d'un passé parfois douloureux, parce que quand on est jeune, excusez-moi de l'expression, mais en tout cas ici en France, on aime à dire que quand on est jeune, on est con. On en a même fait des chansons. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on n'a pas d'argent, parce que quand on est jeune, on n'a pas de diplôme, parce que quand on est jeune, on n'a pas de logement, parce que quand on est jeune, on est en devenir. Donc quand on est jeune, on n'a rien. Et donc par rapport à ça, eh ben, quand vous avez rien dans un pays comme le nôtre, eh bien, parfois n'avoir rien, ça rime avec n'être rien. Et il n'y a rien de pire qu'un individu qui n'est considéré comme rien du tout. Voilà, ça va générer, ça va nourrir des choses chez un individu, quel qu'il soit, je pense, et où qu'il se trouve sur la planète, ça va générer des mécanismes de défiance et de déviance, des conduites à risque, des conduites ordaliques, des gens qui vont parfois se mettre en danger et mettre en danger leur entourage pour prouver qu'ils existent dans le regard de l'autre, et tant pis si ça va faire des dégâts. Donc, une certaine émancipation du passé, d'un passé qui peut être douloureux en lien avec une situation familiale complexe, toxique parfois. On sait que les relations familiales ne sont pas si faciles que ça, dans un pays où effectivement on a besoin d'argent pour exister, et l'argent, ça va avec le temps, et le temps, ça va avec l'éducation. Donc, plus on a de temps, plus on peut éduquer, moins on a de temps, et plus c'est compliqué d'éduquer. La course à l'argent, parfois, eh bien, ça nous fait fuir les enfants. Et les enfants deviendront grands. Donc, il faut, à mon sens, aider les jeunes à s'émanciper d'un passé parfois trop lourd, qui les empêche d'avancer, avec des problématiques familiales qui peuvent être très compliquées, avec des violences conjugales, avec des problématiques sociales, psychologiques, scolaires, judiciaires, qui peuvent aussi se greffer à ces situations, les rendant par là même encore un peu plus complexes. Je pense aussi qu'il faut pouvoir aider ces jeunes à s'émanciper d'un certain nombre de ruptures qu'il peut y avoir liées à ce que je viens de dénoncer auparavant. Quand vous avez été en rupture scolaire, effectivement, ce n'est pas évident de se dire qu'on aura un avenir clair, serein. Ce n'est pas non plus évident de raccrocher un cursus universitaire, scolaire, quel qu'il soit. Bien souvent, quand la chute a démarré, il est plus facile de se laisser tomber que de se raccrocher à quelques branches sur le passage. Je pense aussi qu'il faut pouvoir aider dans cette émancipation, s'émanciper aussi au niveau des formatages, du formatage qui peut exister au niveau des entourages de ces jeunes. Donc l'entourage des jeunes, lorsqu'il y a un entourage bienveillant, c'est très bien. Pour ceux qui sont en tout cas enclins à la délinquance, bien souvent l'entourage n'est pas si bienveillant que ça. Et donc il faut pouvoir déconstruire un certain nombre de mécanismes, de visions, d'idées reçues bien ancrées malheureusement dans l'esprit de ces jeunes qui les enverraient vers une sorte de fatalisme absolu qui voudrait dire que parce que tu es né là ou parce que tu as vécu ça, alors tu n'auras pas d'autre choix. Je pense qu'il faut tuer ça dans l'œuf en réouvrant, en rendant le champ des possibles ouvert à tous et expliquer qu'effectivement, il y a des champs des possibles qui s'ouvrent avec de nouveaux choix, avec une autre façon de voir le monde, une autre façon aussi de se regarder soi-même et une autre façon aussi de se donner à voir aux autres. Parce que l'image est très importante dans l'image que l'on a des jeunes est très importante dans leur façon de se construire. Et quand on est jeune, eh bien, effectivement, on finit de construire, j'ai envie de dire, sa personnalité, son caractère, sa psychologie. Tout ça, ça va faire de nous des êtres accomplis. Et quand on est jeune, tout ça, c'est extrêmement fragile. Donc, il faut pouvoir les aider à se donner à voir de la manière la plus positive possible, de les aider à miser sur leur potentiel plus que sur leurs carences. Et donc, c'est aussi ça, le travail que je peux mener auprès de ces jeunes, c'est de les revaloriser auprès d'eux-mêmes dans un premier temps.
Parce qu'effectivement, le premier acteur du changement, ça ne doit pas être l'autre, ça doit être soi. Si on se donne à voir autrement, eh bien, on vous regardera autrement. Et si tu aimes ce regard, eh bien, tu continueras le changement que tu as entrepris. La seconde clé serait d'avoir des figures d'exemple dont le rôle serait de convaincre par l'exemple. Convaincre par l'exemple qu'il existe d'autres possibles par d'autres choix face aux mêmes causes. Donc, ce n'est pas parce qu'il t'est arrivé du mal ou bien des injustices que tu dois te conduire de façon mauvaise et injuste. Donc, aider ces jeunes à avoir une nouvelle conduite, c'est aussi ça la responsabilité des gens comme moi, notamment, mais comme tout adulte, finalement, à côté d'un jeune, parce que chaque adulte, juste parce qu'il est adulte, il est d'abord éducateur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre enfant qui est en train de brûler la poubelle que vous n'avez pas le droit de lui dire de ne pas brûler la poubelle. On doit se sentir concerné par tous les jeunes de notre société. Cet individualisme-là, latent, dans lequel chacun d'entre nous peut arriver à se figer, ne plus se sentir concerné par le comportement d'un jeune, même s'il n'est pas de notre famille, eh bien ça, c'est déjà un signe très fort, j'ai envie de dire, de mise à l'écart. C'est-à-dire, tu n'existes pas auprès de moi, ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas, les dégâts non plus. Et ça, je trouve ça très immature de la part des adultes qui peuvent se conduire comme ça, et c'est déjà aussi en soi une déviance de l'adulte. Et bien souvent, moi, pour l'avoir vécu aussi, étant jeune, pour intéresser les adultes autour de moi, qui me regardaient comme un délinquant. Quand vous regardez quelqu'un comme un délinquant, attendez-vous à ce qu'il pose des actes de délinquance. C'est aussi simple que ça. On est le regard de l'un et le miroir de l'autre. Donc, si on regarde ces jeunes à travers leur potentiel de délinquance ou leur capacité de dangerosité, évidemment qu'en face, on aura une réponse de délinquant dangereux et qui lèvera toujours un peu plus haut le seuil de délinquance et de dangerosité. Donc, convaincre par l'exemple qu'il existe d'autres possibles par d'autres choix face aux mêmes causes. C'est montrer qu'il y a d'autres chemins. C'est montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour tous les individus. Il y a un chemin pour chacun et chacun doit pouvoir le trouver. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un chemin pour chacun que c'est chacun pour soi. On peut aussi s'entraider. Et là, on donne du sens au mot ou à la valeur de fraternité. Dans un pays comme le nôtre, en tout cas, fait partie de nos valeurs. Donc, faire vivre ces concepts impalpables que l'on ne peut pas toucher, rapprocher ces notions de l'esprit de notre jeunesse, c'est d'abord prendre nos responsabilités, nous, en tant qu'adultes, qu'on ait vécu un parcours délicat, conflictuel, particulier comme le mien ou pas, c'est de notre devoir, de notre responsabilité que de venir les voir de manière fraternelle en leur expliquant que non, tu existes pour moi, mais tu n'existes pas parce que tu casses, parce que tu brûles, parce que tu tues, parce que tu voles. Tu existes parce que tu vis, parce que tu es là devant moi. Et donc, juste pour ça, tu as le droit à mon respect, à ma considération et à mon amour aussi, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Les jeunes ont besoin d'être aimés. Chacun d'entre nous avons besoin d'être aimés. De la même manière qu'il faut pouvoir donner de l'espoir à la jeunesse. Un espoir de se dire qu'un jour, effectivement, peut-être que tout ce qu'ils n'ont pas vécu dans un cercle familial qui était le leur, qu'ils n'ont pas choisi, eh bien, ils pourront quand même le vivre dans un cercle familial qu'ils vont construire, qu'ils vont créer avec des rencontres, avec des choix et avec des engagements. Les engagements, c'est aussi des mots, mais c'est aussi des choix et c'est surtout des actions. Donc, effectivement, d'être un père comme je le suis aujourd'hui, je ne suis pas en m'étant appuyé sur mon beau-père et sa façon de m'élever. Quand des parents ne donnent pas l'exemple, le bon exemple, alors ils donnent un contre-exemple. Alors, quand ils ne vous disent pas ce qu'il faut faire, quand ils ne vous montrent pas ce qu'il faut faire,
En tout cas, elles vous auront montré ce qu'il ne fallait pas faire. Et en cela, c'est déjà quelque chose d'assez instructif que l'on peut mettre dans ses bagages pour construire sa propre vie. Donc ça, c'est comme une sorte de devoir de témoignage pour quelqu'un comme moi qui a un parcours qui ressemble à ces jeunes, parce qu'effectivement, j'ai été un jeune en difficulté dans ma famille, en danger même dans ma famille. J'ai été un jeune qui posait des actes de délinquance. Je dis bien ça parce que j'aime pas de dire que les jeunes sont des délinquants. On ne naît pas délinquant, on le devient. Et donc oui, j'ai posé des actes de délinquance, d'abord pour exister, ensuite pour arrêter de souffrir, et puis pour me donner une chance d'évoluer, tout simplement. Ensuite, effectivement, il a fallu payer les conséquences de cette délinquance, de ces actes. Et là, sont arrivées les institutions qui devaient prendre le relais d'une famille toxique, devaient prendre le relais d'une éducation, d'un enseignement, d'un encadrement à mes côtés. La première institution que j'ai rencontrée, ça a été les foyers d'éducation spécialisés. Anciennement, la DAS, voilà, une institution qui prend en charge les jeunes en difficulté dans leur famille et qui pose des actes de délinquance. Sauf que l'organisation même de cette institution, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, même plus de 30 ans après mon propre parcours, finalement ghettoise ces jeunes entre eux. Ils sont là parce qu'ils posent des problèmes dans la société. Et ils sont tous là pour la même chose. Donc finalement, il n'y a pas de brassage, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de possibilité de changer en regardant l'autre. Il n'y a pas de possibilité de s'inspirer de l'autre, puisque l'autre, quand il est différent, c'est que c'est un éducateur. Il faudrait que les jeunes puissent être avec d'autres jeunes, des jeunes qui ne sont pas comme eux, qui ne sont pas là parce qu'ils ont posé des problèmes. Et donc ça, c'est une organisation, à mon sens, qu'il faut pouvoir faire évoluer pour permettre aux jeunes de ne pas se sentir discriminés, stigmatisés, ghettoisés. Parce que là, finalement, on ne donne aucune chance aux jeunes de changer. Par contre, on lui donne un maximum de chances de muscler ses compétences dans la délinquance. Ça a d'ailleurs été mon cas, puisque dans cette institution que j'ai considérée comme défaillante et auprès de laquelle j'essaie d'agir aujourd'hui, en venant à l'aide, ou en tout cas en soutien auprès des équipes éducatives dans la réflexion autour de leur pratique professionnelle, comment faire pour traiter le passage à l'acte délinquant ou violent d'un jeune, autrement qu'en appelant un magistrat ou en usant de la force par une clé de contention qui peut être un acte éducatif parfois, mais pas dans tous les cas. J'estime qu'entre une clé de contention et un appel au magistrat, entre les deux, j'estime qu'il y a quand même le métier d'éducateur. Et donc, je viens à leur côté essayer de trouver des clés pour mieux agir professionnellement sur ces situations-là. Il faut donc pouvoir vraiment aider cette institution à prendre le relais parce que moi, mes parents avaient été défaillants et je ne reconnaissais pas l'autorité de ces éducateurs que je considérais eux aussi défaillants, finalement. Et la reconnaissance que j'attendais de voir dans les yeux de mes parents, je ne l'ai pas vue non plus dans les yeux de l'institution. J'ai vécu une institution qui m'a regardé à travers mes carences, alors que j'attendais que l'on me regarde à travers mon potentiel. Donc ça, c'est vraiment aussi une des clés, je pense, de réanimer le bon sens, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit aussi d'avoir du bon sens. Je veux dire, l'homme a des enfants depuis bien longtemps, donc il y a aussi une notion de bon sens. Il faut se dire peut-être que les jeunes ne nous appartiennent pas. J'ai moi-même des enfants, j'aime à dire que je les accompagne plutôt que s'ils m'appartiennent. Ils feront des choix que je n'aurais pas choisis, que je n'aurais peut-être pas voulu. Et il faudra quand même que je les accepte, parce que c'est comme ça que je dois les respecter. Je suis là pour les accompagner, leur donner un maximum d'amour, de confiance, de respect, mais je ne suis pas là pour qu'ils vivent ma vie par procuration ou mes choix par procuration. Et je pense que les institutions devraient aussi en faire de même. Les jeunes peut-être appartiennent à la nation, mais n'appartiennent pas aux institutions.
Et les institutions n'appartiennent pas aux jeunes, mais les deux doivent avancer de connivence, ensemble, sur le même chemin. Donc, une des clés voilà, serait vraiment d'avoir des figures d'exemple. Alors, ça peut être des gens qui ont vécu ces choses-là, comme moi, mais ça peut être aussi tous ces gens qui se disent être des professionnels de la jeunesse. Et il y a donc des centres de formation pour ça. Vous avez l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, vous avez des écoles d'éducation spécialisées, où on aide des gens à comprendre les mécanismes parfois délicats de ces jeunes et de pouvoir agir à un moment donné. Agir, ce n'est pas qu'avec des mains, c'est d'abord avec des mots. Et les mots, on les a ou on ne les a pas. Si on ne les a pas, c'est que peut-être on ne les a pas cherchés parce qu'ils existent en vrai. Les mots peuvent conduire un regard peut changer une vie. Un mot aussi peut changer une vie. Donc ça, c'est vraiment très important, il me semble. Ensuite, donc voilà, c'est des gens comme moi inscrits dans un devoir de témoignage. Moi, c'est vraiment mon cas. Et même si aujourd'hui j'ai 43 ans, quand je rencontre des jeunes de 13 ans, dans des foyers ou même dans des familles, lorsque des familles m'appellent parce qu'ils ont peur pour leur enfant, qui commencent à avoir des comportements qu'ils ne comprennent pas, sur lesquels ils se sentent impuissants, d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur. Le jeune comprend tout de suite, en 10 minutes, on brise la glace, lui et moi, parce qu'il comprend très vite que ce qu'il est en train de vivre là, à cet instant de sa vie, ben, je l'ai déjà vécu. Ce qu'il attend de pire aussi, ainsi que ce qu'il attend de meilleur, et d'ailleurs ça, je suis en train de le vivre depuis 20 ans. Et donc ça va créer une relation tout de suite de confiance, et ça va créer une certaine crédibilité dans les mots que je vais pouvoir lui exprimer. Parfois, je vais faire que de répéter ce que ses propres parents lui ont déjà dit. Mais parce que ça vient de moi qui suis son frère de souffrance, moi qui suis peut-être son frère de douleur, il va reconnaître en moi une crédibilité qu'il ne trouvera pas chez ses référents naturels. Donc, il y a des désistants sincères, j'en fais partie. Des désistants sincères, il y en a partout, chaque jour, partout en France, partout ailleurs. Ces gens-là, plutôt que de les stigmatiser, il faut pouvoir miser sur eux. Moi, aujourd'hui, effectivement, les institutions ont reconnu mes compétences, mes capacités et me font intervenir auprès de jeunes dans ce cas-là, mais plus gravement, dans le milieu carcéral notamment, en direction de détenus incarcérés pour des faits de droit commun, pour essayer d'enrayer cette récidive et cette spirale délinquante et qui peut les amener à la criminalité et à la récidive de ces mêmes actes. Mais au-delà de ça, on me fait aussi confiance pour intervenir en direction de détenus incarcérés pour des faits relatifs à la radicalisation ou au terrorisme. Et là, il s'agit de désistance, mais de la violence et du terrorisme. Et à chaque fois, c'est la même chose. Que ce soit ce jeune de 13 ans dans sa famille ou dans un foyer, la glace se brise en 10 minutes parce qu'il voit en moi ce qu'il est et ce qu'il pourra devenir. Pareil pour un détenu qu'il ait 30, 40, 50 ans, 60 ans, c'est pareil. Et pareil pour un détenu de droit commun ou relatif au terrorisme. Parce qu'en fait, il faut arrêter de regarder juste l'acte qu'a posé un individu, il faut regarder l'individu. Et quand un individu, il a été regardé peut-être trop peu de fois dans sa vie pour de vrai, à chaque fois qu'on l'a regardé, c'est à travers un acte au tribunal, c'est à travers un comportement, c'est à travers des mauvais mots qu'il aurait utilisés. Et moi, je viens le voir pour lui dire, moi, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un policier et je ne suis pas un prophète non plus. Je ne marche pas sur l'eau, j'ai faim, j'ai froid, j'ai peur. Je sais que je vais même aux toilettes. Donc, ça veut dire que si moi, j'y arrive, j'ai réussi à changer, je ne vois pas pourquoi toi, tu ne pourrais pas y arriver. Et en plus de ça, tu n'es pas tout seul. Il faut aussi essayer de convaincre ces individus qui sont dans la délinquance parfois que c'est quand même, faut quand même comprendre que inscrit dans un parcours ou un processus de délinquance, c'est d'abord beaucoup de souffrance. Ça veut dire déjà beaucoup de souffrance. On ne se lève pas le matin en se disant qu'on va aller faire du mal à des gens si on va bien dans sa tête et dans son cœur. Si on est d'accord avec poser un acte qui va avoir des conséquences pour autrui, c'est d'abord qu'on est nous-mêmes en souffrance. Et donc, quand vous êtes face à quelqu'un qui est en souffrance, à quoi ça sert de, à chaque fois, remettre sur le tapis ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit.
Moi, je ne viens pas voir ce qu'il a fait, ni même ce qu'il a dit, je viens voir ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. Et donc là, ben, effectivement, il se passe quelque chose. Moi, j'appelle ça de la fraternité, parce que voilà, je les regarde comme des frères, même si je ne les connais pas du tout. Quand je viens voir quelqu'un, je ne vois pas son visage, je vois son cœur. Et donc aussi, une des dernières clés que je voudrais pouvoir indiquer aussi, c'est celle de dire aussi à quelqu'un qu'il est capable de faire des choses, qu'il a une valeur. Voilà, être capable. Tu es capable de faire quelque chose, ça change le regard sur soi. Et de dire qu'il compte pour un inconnu comme moi, qui vient me voir, tu comptes pour moi. Je ne vais pas t'oublier de sitôt. J'ai des milliers de regards en mémoire. J'ai des milliers de cœurs encore dans mon cœur, dans ma tête, de tous ces gens, de tous ces jeunes que j'ai rencontrés. Je ne les oublierai pas de sitôt. Et en vérité, ce qu'il faut pouvoir essayer de faire, en tout cas c'est le sens de mon action, moi je viens créer une rencontre. Je viens vivre une aventure humaine avec quelqu'un. Et donc de les faire vivre, de les inscrire dans une rencontre, ça les ramène à cette aventure humaine, universelle. Tu comptes pour moi. J'ai des enfants, oui, je suis marié, j'ai une femme, j'habite l'autre bout de la France, mais je viens te voir, toi, dans ta cellule, parce que tu comptes pour moi. J'attends pas à compter pour toi, mais tu comptes pour moi. Et ça, le premier jour, il l'entend, ça lui fait bizarre. Et le lendemain, il vient avant moi. Et il oublie qu'il est en prison. Ou il oublie qu'il est dans un foyer. Quand j'interviens dans un foyer, les éducateurs me disent, vous savez, ils vont peut-être pas tenir un quart d'heure dans la salle. Et au bout de 3h30, c'est les éducateurs qui viennent me dire, au fait, bah là, il faut que ça s'arrête parce que c'est la fin. Donc, il y a bien quelque chose qui les réinscrit dans un tout. Et pour ça, je crois qu'il faut enlever toute la démagogie, tout le politiquement correct. Il faut rentrer de cœur à cœur avec quelqu'un. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire baisser le niveau intellectuel, ça ne veut pas dire s'abaisser aux carences du jeune, ça veut dire lui parler de cœur à cœur. Et ça, je l'ai vu que ça fonctionne. Et moi, c'est tout ce que je sais faire avec les gens. C'est parler comme je suis. Donc ça, c'est une des clés. Arrêtez de les regarder juste à travers ce qu'ils représentent de pire. Leur dire aussi que finalement, la chance, ça va avec les choix. Parce que j'ai bien souvent le lever de bouclier de me dire, oui, mais moi, je n'ai pas de chance. Je suis issu de l'immigration, j'habite dans un quartier, mes parents sont séparés, et du coup, ben, moi, forcément, je serai au chômage ou en prison. Non, je ne peux pas te laisser dire ça, parce que ce n'est pas vrai. On est 70 millions de Français. Il y a 70 000 détenus. Ce n'est donc pas un passage obligatoire. Il y a 5 millions de chômeurs. Ce n'est donc pas un passage obligatoire. Donc, la vie, ça va avec des choix. Tu fais d'autres choix, tu auras une autre vie. C'est des mathématiques. Tu espères du bien, il t'arrive du bien. Tu espères du mal, il t'arrive du mal. Donc, essayez de convaincre par ces exemples-là que tout est possible. Et d'ailleurs, si moi qui ai été incarcéré pour des faits de criminalité, aujourd'hui, il y a 25 ans, le ministère de la Justice me donnait un numéro d'écrou. Aujourd'hui, je lui donne mon numéro de ciré. Donc, c'est complètement différent. Avant, je devais payer ma peine. Aujourd'hui, le ministère de la Justice paye mes factures. Donc, tu vois bien que tout est possible. Si moi, j'y suis arrivé à ce niveau-là, c'est parce que j'ai fait d'autres choix. Et la société, en vérité, elle n'aura pas d'autre choix que de reconnaître tes choix, tes nouveaux choix. J'en suis l'exemple vivant. Quand j'ai écrit Rédemption, ce n'était pas pour faire de l'argent, c'était pour donner de l'espoir. Et c'est d'ailleurs, il a fallu d'abord qu'on me convainque que si j'écrivais ma vie, ça pourrait aider au moins quelqu'un. Et aujourd'hui, quand je rencontre un jeune à Saint-Nazaire, devant un centre socioculturel dans lequel je viens faire alors, vous savez, là, je comprends bien qu'effectivement, la vie d'un homme, quand on la raconte dans ses moindres détails, eh ben, c'est un petit peu la vie de tous les hommes.
parce que beaucoup de gens se retrouvent dans des ombres ou des reflets de la vie d'un individu. Évidemment, on n'a pas tous vécu la même chose. D'ailleurs, si juste à 100 mètres autour de chacun d'entre nous, tout le monde devait raconter sa vie, on pourrait être très, très surpris du parcours de chacun. Mais je pense que, voilà, les jeunes parfois ont peur et pensent que la peur, c'est un malheur. Ils pensent que la peur, c'est quelque chose de pas bien. Mais la peur, ça fait naître le courage. C'est important, la peur dans la vie. Il faut avoir peur de l'avenir, avoir peur d'un tas de choses, mais parce que ça va nourrir un courage qui va nous aider à faire de nouveaux choix. Voilà. Donc, il y avait ça. De leur expliquer aussi, parce que bien souvent, je tombe sur des jeunes qui me parlent du passé, qui me parlent de l'histoire, qui me parlent de l'immigration, qui me parlent de la colonisation. Et j'entends bien, je suis moi-même d'origine algérienne, et évidemment que dans un pays comme la France, le poids de l'histoire coloniale est très, très, très fort. Les choses qui sont vécues dans la maison sont aussi très, très fortes, entre le père, le grand-père, toutes ces générations qui ont pu vivre des choses difficiles, entre ceux qui ne s'exprimaient pas et ceux qui s'exprimaient avec colère, il fallait que le jeune s'y retrouve. Mais moi, je leur explique qu'il ne faut pas juger l'histoire, mais plutôt créer sa trajectoire et son propre parcours. C'est pas toi, je leur explique que c'est pas toi qui as traversé la Méditerranée à la nage. C'est peut-être ton grand-père. Et s'il est parti de là-bas pour venir ici, c'est pour des choses qu'il a tout laissé là-bas. Sa famille, son pays, sa façon de vivre, sa culture, son identité. Et qu'il est arrivé ici sans papier. Et je lui explique que quand tu arrives en France sans papier, même un rat, il vit mieux que toi. Parce qu'un rat, quand il sort de son trou, personne ne vient lui demander ses papiers. Et donc, alors, ne vis pas comme si tu avais vécu tout ça. Tu as vécu des choses, évidemment, qu'il ne faut pas nier, mais tu as peut-être eu plus de chance qu'un maximum de jeunes de ton âge ailleurs dans le monde. Alors, notre société, elle n'est pas parfaite, évidemment. Elle sera encore moins parfaite si tu ne l'améliores pas. Donc, il y a aussi cette place de citoyenneté. La citoyenneté, c'est aussi faire naître un sentiment d'appartenance du pays dans lequel on est, dans lequel on vit. Et un sentiment d'appartenance, ça ne naît pas dans les braises du passé. Ça doit naître dans un nouveau terreau, dans un terreau plus sain, celui avec beaucoup plus d'espoir, plus que de rancœur. C'est l'espoir qui fait vivre, pas la rancœur. Donc, voilà, et c'est pas moralisateur, c'est pas donneur de leçons non plus, c'est du cœur à cœur, c'est de la fraternité. Dernière chose que j'utilise comme levier véritablement, ça va être aussi l'aspect spirituel. On a de plus en plus de difficultés où on a peur d'en parler parce qu'avec les histoires de radicalisation, etc., on ne sait plus où se trouve la place de Dieu dans les discours ou de la religion, etc. On a du mal à en parler. Moi j'en parle sans faire de prosélytisme aucun. Je prends mon propre cas à moi et je sais que le spirituel m'a sauvé la vie, m'a donné une philosophie de la vie, m'a montré ce qu'était un homme véritablement, respectable et responsable. Et m'a donné les clés du changement. Et pas par la peur, pas par la force, pas par la haine, pas par la souffrance ou la violence, mais par l'amour, l'acceptation des choses et l'effort. Avoir envie de devenir meilleur. Pour se plaire, pour plaire à Dieu, pour plaire à un tas de choses qui nous font nous sentir mieux. Voilà. Quand on fait une réunion, une conférence, par exemple, comme aujourd'hui, chacun a ses motivations à venir regarder, à assister. Et ça ne se juge pas, ces motivations. L'essentiel, c'est que chacun y participe et donne de son mieux. Et bien, dans la vie, c'est ce que je leur explique aussi. Dans la vie, c'est pareil. Tu as le droit d'avoir des motivations différentes des autres. Mais tu as le devoir de faire les choses au mieux, pour toi et pour les autres. Et donc, le spirituel, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et pour ça que j'ai appelé le livre « Rédemption », et avec un sous-titre qui s'appelle « Itinéraire d'un enfant cassé ».
C'est pour dire qu'effectivement, moi, ma rencontre, moi, vous savez, je voulais qu'on me fasse confiance, mais je ne faisais confiance à personne. Moi, je voulais que l'on m'aime, mais je n'aimais personne. Moi, je voulais qu'on me pardonne, mais je n'avais pardonné personne. Alors, c'est toutes ces incohérences-là que le spirituel m'a aidé à remettre à niveau. J'ai bien compris que si je voulais qu'on me fasse confiance, il fallait que je fasse confiance. Si je voulais qu'on m'aime, il fallait que j'aime moi aussi. Et surtout, si je voulais qu'on me pardonne, eh bien, il fallait que je pardonne. Et pardonner, ce n'est pas l'histoire d'une seconde dans la vie, c'est l'histoire d'une vie. Donc voilà, c'est aussi un sujet extrêmement vaste. Je ne peux peut-être pas m'étendre plus que ça jusque-là. Merci, Karim. Je reste à votre disposition. Merci, Karim, pour votre présentation riche, pleine d'expérience, du travail de terrain. Je ne sais pas si quelqu'un parmi les participants, je souhaite le bienvenue à notre cher ami Abdelrazak Rouebhi, notre cher ami Slahdine Chouaibi de la Jeune Chambre économique internationale. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite présenter, poser une question. Alors peut-être, si vous me permettez, docteur Dahri, je voudrais rebondir. D'abord, vous remercier pour vraiment, hein, et personnellement, c'est plus qu'un votre discours. Alors, c'est un témoignage vivant, émouvant, salutaire, louable, vraiment, vraiment louable pour nous tous, même si la vocation toute de cette conférence, à la fois humaine et scientifique, c'est que les jeunes y accèdent et puissent profiter aussi et tirer les enseignements de votre expérience, de vos formations aussi, parce que vous formez aussi les gens, vous intervenez auprès des jeunes, peut-être même des adultes, mais il y a beaucoup d'adultes en errance aussi, hein, dans notre temps. Et vraiment, vraiment, je vous remercie pour ce discours à la fois émouvant, mais réaliste, basé sur un terreau, un véritable terreau, un cheminement quand même en ressent, si vous me permettez, je donne un peu mon ressenti, on ressent quand même une maturation dans votre parcours, et une maturation salutaire, parce que vous l'octroyez aux autres, vous la servez aux autres, pour que les gens ne retombent pas aussi dans les mêmes schémas qui sont un peu universels, si vous me permettez l'expression, et dans lesquels l'être humain, de manière générale ou de manière spéciale, puisse tomber dedans. Alors, vous avez évoqué beaucoup de points extrêmement intéressants, et alors j'ai peut-être une petite question, je laisse peut-être M. Dahri s'il y a des questions, mais j'aurais une petite question sur le terme intégration. Alors, bien sûr, déjà les clés, je trouve que les clés que vous avancez, qui reprennent aussi un petit peu le fil conducteur aussi de votre vie et de l'ouvrage, hein, de votre témoignage aussi, rédemption. Alors, le terme est fort, mais il est positif. Enfin, moi, je le reçois comme ça, hein. C'est aussi une question de réceptivité. Et itinéraire, alors le sous-titre itinéraire d'un enfant cassé, vous donnez déjà les clés, si vous voulez, enfin, la ligne éditoriale donne la clé quelque part, je présume que c'est vous qui êtes derrière cela, et un peu la clé pour pouvoir s'en sortir. On a mis déjà un pas à la sortie, hein, même si la porte reste fermée, on est déjà devant la porte. Et ça, c'est très, très important. Je trouve ça vraiment louable, hein. Je vous le dis à titre personnel, mais aussi à titre, si vous voulez, intellectuel. Et les clés que vous avancez, vous avez parlé de l'émancipation. La question de l'émancipation aujourd'hui, je rappelle juste un peu les faits de la situation actuelle, notamment en France, mais à mon avis, ça se répercute pareillement en Europe et ailleurs, et même au Maghreb, hein, on retrouve un petit peu les mêmes problématiques aujourd'hui, malheureusement. Il y a aussi un système, si vous voulez, il y a une ligne politique locale, politique régionale, politique peut-être même nationale, et surtout une ligne qui matraque à longueur de journée
et qui a le plus d'impact, beaucoup plus peut-être que l'offre politique ou la politique menée par les élus, et qu'on intitule qui sont les médias. Aujourd'hui, pour reprendre cet axiome, vous avez évoqué tout à l'heure le regard, la question du regard, qui est une clé existentielle, qui est opérative immédiatement. Et c'est quelque chose qui est en nous-mêmes. Mais c'est à nous de faire cet effort aussi quelque part, de l'activer ou de le partager, et de l'accepter et de l'assumer aussi. Donc, les médias aujourd'hui jouent de manière explosive, si vous me permettez la qualification, sur la question des regards, beaucoup plus peut-être que les politiques ou les acteurs sociaux, ou les éducateurs eux-mêmes qui sont obligés de travailler ces questions de la manière la plus vivante, frontale, avec les personnes en difficulté, et notamment nos adolescents, nos jeunes aujourd'hui, en France et ailleurs. Comment vous voyez ou vous mesurez cette dérive ou cette déviance depuis 30 ans, 25 ans à peu près, depuis à peu près, si vous voulez, l'amorce de cette maturité, ce basculement dans votre parcours de vie. Comment mesurez-vous l'impact jusqu'alors inédit quand même des médias par rapport au regard et la condamnation permanente dans les médias qui ressassent les mêmes choses à longueur de journée, 24 sur 24, un jeune a cassé, un jeune a brûlé, un jeune a fait, enfin, les cités, etc., etc. Toutes ces phrases nauséabondes, inacceptables ni sur le plan humain, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan sociologique. Et votre témoignage aussi participe à un enrichissement sociologique assez notable et salutable. Alors, comment vous voyez-vous d'abord la question des médias? Parce qu'on pourrait, si vous permettez, vous rétorquer ou nous rétorquer à tous, parce que je souscris à ce que vous aviez dit, qu'il y a la réalité de l'intervention d'éducateurs ou de formateurs et d'hommes d'expérience, d'hommes du terreau, tout simplement, mais il y a aussi une puissante machine, une puissante technologie, un pouvoir incontrôlable aujourd'hui qui rase en réalité tout votre travail, tout le travail des humanistes à travers le monde et notamment en France. D'abord, déjà, effectivement, de dire que les médias, aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, a perdu sa première vocation qui est celle de la subversion. Ça doit être le contre-pouvoir d'un État en place, celui qui vient questionner constamment l'ordre établi, l'ordre en place. Aujourd'hui, effectivement, les médias ne sont plus ce qu'ils étaient. Déjà auparavant, les médias se déplaçaient, un journaliste se déplaçait réellement pour aller voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, les médias se nourrissent d'une dépêche AFP ou Reuters et vont décliner leur ligne éditoriale par rapport à ça. On se rend compte aussi qu'un certain nombre de rédacteurs en chef, de grands médias sont de connivence avec certains politiques, etc. Donc, les médias sont, entre guillemets, quelque part, peut-être pas tous, mais en tous les cas, dans ceux dont on parle, il y a une certaine corruption, une certaine connivence comme ça, malfaisante. Ce qui fait que les médias aujourd'hui aiment se nourrir du sensationnel, du mal-être dans une société, du désordre dans une société, pour essayer peut-être de monter des populations contre les autres et faire le jeu d'une certaine politique mise en place. Donc aujourd'hui, les médias ne jouent pas son rôle et il est complètement contre-productif par rapport à ce que l'on pourrait attendre de lui dans les yeux d'une jeunesse qui attend d'être représentée, vue, visible, de manière correcte et réelle. Alors, pour rattacher cette question à celle de l'intégration, effectivement, et juste pour prendre mon cas, parce qu'effectivement, les médias se sont très tôt intéressés à moi aussi, et pour vous faire simplement l'anecdote de ma première intervention médiatique, c'était
sur un plateau télé sur Canal+. J'avais jamais fait de direct et je me retrouve là avec une personne qui me dit « Bon, alors, Monsieur Mouhtari, les terroristes, ce sont les musulmans. Enfin, ce sont les Arabes. » Première question. J'ai dit non, les terroristes, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les Arabes, parce que déjà, rien que pour moi, puisque je suis là pour vous le dire, eh bien, un musulman, ça ne peut pas être un terroriste, pour moi. Et un terroriste, ça ne peut pas être un musulman. C'est antinomique avec la notion de croyants. Ensuite, elle me dit, oui, d'accord, mais les mécréants, ce sont les Français. Enfin bon, ce sont les Blancs. Vous voyez ? Et donc, tout va très vite à ce moment-là. Vous pouvez très rapidement, avec la pression de tout, du direct, des caméras, de cette journaliste qui vous sourit en vous posant ces questions extrêmement fortes. Vous voyez ? Donc ça, déjà, c'était particulier. Ensuite, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait être attractif. L'attractivité, très importante pour les médias, qui se nourrissent les uns les autres. Donc, vous voyez, vous faites un plateau sur Canal+, 2 jours après, vous faites un plateau sur France 5. 2 jours après sur M6, sur la même question. Parce qu'en fait, on attend de se dire, est-ce qu'on va pouvoir manipuler cet individu? Est-ce qu'on va pouvoir surtout manipuler sa parole, orienter ses réponses? J'ai eu nombre de journalistes qui me posaient des questions auxquelles je ne répondais pas systématiquement, parce qu'elles étaient orientées et qu'ils attendaient une réponse. À un tel point que certains journalistes m'ont dit, monsieur, mais attendez, on arrête de filmer là, mais monsieur, il faut répondre à la question. J'ai dit, mais monsieur, vous attendez une réponse. Alors, si vous attendez une réponse, écrivez votre réponse sur un papier, donnez-la à quelqu'un qui a envie de le lire, mais ne venez pas demander ça à quelqu'un qui veut réfléchir et proposer des choses. Voilà. Donc ça, il faut aussi avoir la force de savoir dire non. Extrêmement important de savoir dire non dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, et avec tout le monde. Donc, se rendre attractif. Moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, simplement, c'est de se dire, c'est comment est-ce qu'on se donne à voir, comment est-ce qu'on se donne à dire. Et donc, se donner à voir, effectivement, on a la capacité d'aller filmer dans nombre de territoires de la République pour regarder des jeunes attendre en bas d'un immeuble sur une chaise de jardin pour vendre de la drogue. On a tout loisir de voir des jeunes avec des armes. D'ailleurs, ils s'affichent sur les réseaux sociaux, etc. On a de quoi donner des images chocs, sensationnelles aux Français. Je me rappelle des émeutes de 2005 où des journalistes sont venus me voir pour me dire « Est-ce que vous pouvez m'emmener quelque part où on pourrait voir une voiture de police brûlée par des jeunes, s'il vous plaît ?» Je lui ai dit non. Il me dit « Mais si on vous paye, est-ce que vous pouvez brûler une voiture de police, s'il vous plaît ?» Bon, vous voyez jusqu'où ça peut aller, hein, pour donner à voir quelque chose qui n'existe pas parfois. Donc, moi, en tous les cas, en termes d'intégration, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est de réanimer la notion de responsabilité chez les gens. Moi, j'ai beaucoup réfléchi autour des rites initiatiques dans une société. Comment faire passer un individu d'un état de jeune à celui d'adulte. Avant, ça valait ce que ça valait, mais il y avait l'armée. L'armée qui aujourd'hui n'est plus obligatoire, mais plutôt de métier. Moi, j'ai fait l'armée au dernier contingent. J'étais militaire au dernier contingent et dans ma chambrée, il y avait des gens de toute la France, des gens qui étaient même parfois illettrés, qui ont appris à lire avec les copains de chambrée. On apprenait la solidarité, la fraternité, évidemment que tout ça, ça passait par les armes et cette notion de guerre, de défense, et il y avait une certaine violence dans tout ça, mais c'était un rite initiatique. Voilà. Bon, je ne veux pas qu'on remette l'armée, ce n'est pas ça le propos. Par contre, il y a la possibilité, justement, je travaille sur la question de l'engagement civique et citoyen de tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient du bac +5 au bac -5. Des jeunes qui ont simplement envie de donner de leur temps pour les autres, qui se sentent concernés par l'intérêt général et qui se donnent à voir en bas des immeubles, non plus pour vendre de cannabis, mais pour aider une vieille dame à monter ses courses, pour aider une famille qui a du mal à payer ses factures énergétiques, à faire des éco-gestes, pour en faire des économies et pour pouvoir peut-être vivre un peu la vie culturelle, parce que la culture, le droit à la culture, l'accès à la culture,
c'est quand même un droit de l'homme. Et pour autant, aller dans certains quartiers populaires, voir des familles qui doivent 10 000 euros à leurs bailleurs sociaux, aller leur demander s'ils vont voir une exposition, un vernissage ou un film au cinéma avec leurs enfants. Jamais de la vie. Donc, quand vous faites 5 ou 10 euros d'économie sur votre électricité, eh ben, c'est peut-être une place de cinéma ou une place dans un musée que vous pouvez partager avec vos enfants. Donc, d'engager ces jeunes sur des missions d'intérêt général, et ça ne veut pas dire du travail d'intérêt général, ça ne veut pas dire d'aller nettoyer le parc de la mairie, de ramasser toutes les feuilles qui retomberont demain, des missions donc inutiles. Je vous parle de missions d'utilité sociale, de faire confiance à des jeunes qui ont peut-être eu des difficultés familiales, scolaires, voire même judiciaires, qui viennent de territoires prioritaires de la ville ou qui viennent d'ailleurs, privilégiés, qui sont inscrits dans une école de musique et font de la flûte traversière depuis 4 ans et sont diplômés d'un bac+5. Ces deux-là peuvent se donner la main pour aider à briser l'isolement des personnes âgées, par exemple, ou à travailler sur les problèmes liés à l'environnement, des problématiques fortes de notre société. Ça montre et ça envoie un message fort à notre jeunesse, c'est de dire, on compte sur vous pour les choses les plus importantes pour nous tous, parce que l'isolement des personnes âgées, c'est une grande problématique. L'environnement dans notre société, c'est une grande problématique. L'aide à l'éducation, quand vous avez un jeune qui n'a pas eu son bac et qui va aider des jeunes en décrochage scolaire à faire de l'aide aux devoirs, là, on travaille sur quelque chose d'extrêmement fort. Donc, l'engagement civique et citoyen, engager ces jeunes sur des problématiques sociétales fortes, et ça, c'est leur envoyer un message comme quoi ils comptent pour nous et qu'on a besoin d'eux. Et si vous comptez pour moi et que j'ai besoin de vous, alors vous êtes précieux. Voilà, donc le message est extrêmement important à faire passer aux jeunes pour les aider à l'intégration, c'est d'abord de leur dire qu'ils sont précieux. Si. Karim, j'aimerais bien te poser une question, quelques questions, quelques réflexions. D'abord, qu'est-ce que tu penses à propos de l'affaiblissement du rôle de la famille comme une référence au niveau de l'éducation face à la nouvelle technologie, aux médias, aux réseaux sociaux, etc. Maintenant, l'enfant est affecté directement ou indirectement par ce qui se passe dans les réseaux sociaux, soit positif, soit négatif. La famille est affaiblie. La famille est affaiblie. Qu'est-ce que tu penses? Quels sont les outils, d'après toi, pour le travail social? Deuxièmement, Karim, tu as évoqué ton parcours, parce que ton parcours, il a affecté ton expérience, ton présence professionnelle, ta conception professionnelle, etc. Mais je vois aussi, Karim, il ne faut pas cacher quelque chose. Tu parles de cette conception du travail social humaniste, humanitaire, etc. Mais aussi, il y a le travail social bureaucratique, passif. Travail social qui est basé sur l'étiquetage, sur un enfant, ce n'est pas un être humain, un enfant, un dossier, rien que ça, un travail social superficiel, on classe l'enfant comme un délinquant, on ne discute pas, parfois on classe d'après l'appartenance ethnique, religieuse, etc. Il y a les préjugés. Hein. Il n'y a pas ça veut dire que les travailleurs sociaux ne sont pas des anges. Hein. Il y a de tout, hein, comme la société. Il y a comme toi, Karim Mokhtari, un homme engagé, ouvert dans la diversité et basique et fondamentale. Il y a les autres, hein, superficiels, taf, taf, taf. L'enfant, est une fiche de paix et un dossier et l'étiquetage. En plus de ça, lorsque je vois les programmes d'intégration, hein, même aussi en Suisse, parfois il n'y a que de blablabla. Hein. L'intégration, c'est quoi? Un cours de français. Nous sommes chez nous, dans nos bureaux, on donne des subventions à des associations sur la base de clientélisme politique, etc. Une association fondée par des Arabes, etc. Nous devons les observer d'abord.
il y a toujours le doute, etc., etc. Alors, il y a la marginalisation de la communauté. Tu as réussi, toi, de porter les défis personnels et les défis professionnels. On n'oublie pas, aussi à cause de ton appartenance communautaire. Tu comprends la mentalité arabe, tu comprends la mentalité musulmane, tu comprends la mentalité des cités. Il faut aussi, je m'excuse, valoriser ça. Le travail social, ce n'est pas seulement des diplômes dans les hautes écoles sociales. Il y a l'expérience, il y a l'appartenance, il y a le parcours et tout. Je suis... c'est à toi de nous dire. Ça marche. Bon, il y a eu beaucoup de questions dans la question. D'abord, effectivement, revenir sur cette dernière chose-là. Ici en France, la problématique liée à la diversité, on va dire, diversité culturelle, d'origine ou d'ethnie ou d'appartenance religieuse, ça a toujours été une difficulté ici en France que d'essayer de classer ces personnes-là, de les intégrer finalement. Bien sûr, il y a toujours, moi je connais beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont professeurs au CNAM, qui sont maîtres de conférences, qui sont des spécialistes. Et bien sûr, d'ailleurs, je me suis entouré de ces personnes pour mener des programmes pour augmenter le rayon de compétences pour venir sur ces problématiques fortes qui, effectivement, quand tout à l'heure je parlais des jeunes que je trouve en prison, d'accord ? Ces jeunes, à 80%, sont issus de l'immigration, première, deuxième génération. À 90% viennent de territoires prioritaires de la ville. Évidemment que dans la jeunesse qui va mal, on retrouve des jeunes qui ont eu des familles compliquées, qui viennent de territoires particuliers ou prioritaires de la ville et qui sont issus de l'immigration et qui ont une confession religieuse en lien avec l'islam. Donc, évidemment qu'il y a des discriminations dans ce pays. Bien sûr qu'il y a de l'exclusion dans ce pays. Bien sûr qu'il y a du clientélisme. Bien sûr qu'il y a du préférentiel. Et bien sûr que tout ça concourt à mettre une jeunesse en concurrence déloyale avec les autres. Mais en même temps, il y en a qui ont émergé. J'en fais partie. Il y en a d'autres. Et il y en aura d'autres encore. Il faut aussi voir les choses en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Il n'y a pas que c'est mort, de toute façon ça ne marchera jamais, ou alors demain c'est réglé. Mais avec des personnalités peut-être dont je fais partie, mais il y en a d'autres, de se donner à voir, de s'exposer, d'agir, de s'engager, on donne envie à ces jeunes de faire la même chose. Et ces jeunes demain, vont grandir ce nombre. Et forcément, par la force du nombre, on changera les choses dans notre société. C'est déjà le cas. On a des docteurs, on a des journalistes, on a des professeurs, on a des chercheurs, on a plein de gens qui sont issus de l'immigration. Ici en France, on a essayé parfois même de faire de la discrimination positive. Hein, c'est-à-dire, voilà, parce que tu es maghrébin, alors on va te donner une bonne place. Mais ça ne fonctionne plus parce qu'aujourd'hui, on est dans la méritocratie. On mérite ce que l'on a. Pour ceux qui y ont accédé. Moi, aujourd'hui, je dois dire merci à personne d'autre qu'à moi-même et à tous les gens qui m'aiment. Mais vous savez, le jour que je suis sorti de prison, j'ai eu ma liberté, mais en même temps, j'ai eu mon indépendance. Bien sûr qu'on a essayé de me récupérer dans l'éducation spécialisée notamment. J'ai dit non pour devenir directeur d'un centre éducatif fermé. Bien sûr qu'on a essayé de me récupérer au niveau du ministère de la Justice. J'ai dit non. Parce que je suis libre et indépendant. Et mon chemin, je le devrai à personne d'autre qu'à mon engagement. Et donc, des potentiels, il y en a. Voilà. Et il y en aura encore, et à bout d'un moment, et forcément, ça changera la photo de notre société. Deuxième chose, effectivement, je ne nie pas le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de notre jeunesse, on pourrait les inscrire dans un tableau Excel. C'est comme un flux, c'est de numéros. Voilà. Combien de jeunes nourrissent des structures éducatives que ça n'intéresse personne que ces jeunes retournent en famille ou se réinscrivent à l'école parce que pendant qu'ils sont là, il y a un prix de journée par jeune qui fait tourner la structure. Donc, Surtout, il y a Karim, toute cette déviance.
Surtout, Karim, le risque, ce qui est scandaleux, c'est le placement forcé des enfants. Parfois, les professionnels, surtout à Genève, il y avait des histoires avec le service de protection des jeunesses et tout, des placements abusifs, arbitraires, automatiques, qu'on s'en fout. On place les gens, il n'y a pas dans les structures de placement. Même les professionnels, ils méritent d'être placés, épuisés, des conflits entre professionnels, etc. Un traitement superficiel, on mélange tout, les enfants, on les met tout dans le même sac, etc. etc. Même les Parce qu'il n'y a pas placements. parce qu'il n'y a pas de philosophie de l'aide sociale à l'enfance. On est dans le chiffre. Il faut du chiffre, il faut nourrir la structure, il faut répondre aux exigences, il faut justifier le budget, voilà. Donc bien sûr qu'on est dans ces déviances-là. Partout où il y a une collectivité, il y a une possibilité de déviance, ça c'est certain. Aujourd'hui, effectivement, il y en a dans ce secteur-là, et il y en a toujours eu, il y en aura encore, mais il faut pouvoir agir dans ces structures-là. Voilà. D'autres choses. Tout à l'heure, pourquoi les familles aussi explosent? Moi, je vois aussi beaucoup de familles qui deviennent des familles trop jeunes. Quand vous avez une jeune fille de 15 ans, de 14 ans qui est enceinte ou qui a un enfant, qui va devenir une mère, c'est très compliqué, dont le papa est parti parce qu'il est jeune, parce que lui aussi, il a cet âge-là. Comment voulez-vous qu'une enfant éduque un autre enfant? Ça va être très compliqué. Je vois certains même quartiers. J'habitais à Strasbourg. Je voyais un quartier dans lequel vous aviez une jeune fille de 14 ans avec une poussette et un bébé dedans et enceinte. Ça veut dire qu'elle va être encore maman. Dont les parents lui ont dit, il faut que tu tombes enceinte, comme ça on touchera des allocations de la CAF. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand on entend ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette jeune fille, par exemple, demain? Qu'est-ce qu'on va attendre d'elle? Et s'il y en a, combien il y en a quand même? Donc, d'être jeune et d'être parent quand on est très jeune, moi, ma mère, elle m'a eu à l'âge de 16 ans et demi. Eh ben, elle n'a pas pu m'éduquer. Elle m'a placé chez sa grande sœur pendant 2 ans pour que je sois éduqué. Bon, quand on est un enfant, c'est difficile d'avoir des enfants. Bon, ça ne veut pas dire que tous n'y arrivent pas, mais ça me paraît être très compliqué. Dernière chose sur la fracture numérique dont tu parlais juste avant, c'est-à-dire voilà, l'outil Internet, l'outil informatique, très facile à vivre pour les jeunes, parce qu'ils s'y sont trouvés même un nouveau monde pour eux. C'est un nouveau monde. Vous pouvez vous leur donner juste à boire, à manger, des toilettes et Internet, ça suffit pour un grand nombre de la jeunesse, parce que leur monde, c'est dans l'Internet. Et ça, c'est un grand danger. Les parents, pour la plupart, n'y comprennent pas grand-chose, sont complètement déconnectés, parce qu'on n'est pas du tout de la même génération. D'ailleurs, ces jeunes nous appellent les boomers. Ils nous appellent les boomers, comme si on ne pouvait pas comprendre ce qu'ils vivent. Donc ça, c'est un risque. Il faut une éducation au numérique, il faut vraiment aider des parents à raccrocher sur leur niveau de connaissance, sur les outils qu'utilisent leurs enfants, les aider à trouver des limites aussi, parce que les enfants, si on les laisse dedans, ils s'y fondent complètement. Et là, ils n'écoutent plus ce que vous leur dites. Ils vous disent, mais moi, j'ai vu déjà 15 vidéos, moi, sur ce que tu me dis. Et donc, je suis plus au courant que toi. C'est ça qui est compliqué. Oui, donc, voilà. le TikTok, le Snapchat remplace la famille. Hein. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est pour ça que vraiment un des enjeux de la jeunesse de notre société, c'est vraiment une éducation au numérique pour tous, pas que pour les parents, c'est aussi pour les enfants, c'est pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. On a tout dématérialisé. Et il y a des choses qui ne se dématérialisent pas. L'éducation, ça ne se dématérialise pas. On n'éduque pas à distance, on éduque de cœur à cœur. Merci beaucoup, Karim Mokhtari, pour votre présentation assez riche, assez vraiment riche au niveau méthodologique, au niveau des exemples, au niveau de thématiques. Merci infiniment. Je ne sais pas, professeur Boumediene, est-ce que vous avez… Peut-être juste, si vous permettez, docteur Dahri, de revenir sur un point fondamental que M. Mokhtari a évoqué, et à mes yeux, peut-être, on pourrait
conclure avec ce point, c'est la spiritualité. Vous l'aviez évoqué à la fin, peut-être la chose la plus importante, in fine, pour les êtres dans cette vie, malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas, malgré aussi les pressions exercées par tous, l'institution, l'école, les familles eux-mêmes, peut-être l'environnement, etc., etc. Où placez-vous, enfin je sais que vous le placez très profond, très très haut, cette question elle est placée très très haut dans votre approche auprès des gens qui sont en difficulté, mais quels sont les outils que vous mettez en place par rapport à la spiritualité, et peut-être que c'est à la fois une question, mais c'est à la fois une solution. C'est une problématique et c'est une solution, parce que quand on regarde aussi, enfin, j'avais regardé tout à l'heure un petit peu les travaux, si vous voulez, les études sur la spiritualité combattue, même au sein des études universitaires et scientifiques, combattue de manière, enfin, c'est quand même le comble alors, à l'instar peut-être de quelques disciplines, des sciences humaines, etc., mais en tout cas, le cadre, si vous voulez, aussi de la laïcité, parce que quelque part, on doit l'évoquer, le cadre de la laïcité sert pour quelques-uns, pour ne pas dire pour la majorité, de ceux qui ont les mots à dire ou le pouvoir de dire les mots, de terrasser tout simplement, j'ose dire le mot, terrasser l'existence même d'une idée de spiritualité, alors qu'aujourd'hui, on le sait, nos ancêtres le savent, les grands sages de l'humanité le savent, j'ose dire même, si vous voulez, pour les croyants, les messagers, les élus, les envoyés de Dieu le savent de la manière, avec la certitude toute, que c'est la clé de la réussite existentielle dans cette vie et peut-être même dans l'au-delà. Comment vous l'abordez, vous l'exprimez? Alors, j'avais entendu du cœur à cœur, mais peut-être un peu plus concrètement. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes ces volontés, de toutes ces décisions à demi-mot, parfois frontales, à exclure tout spirituel et le confondre avec le dogmatique religieux? Parce que c'est une question aussi qui se pose. Il suffit qu'on s'intéresse, si vous voulez, à la quête d'un absolu, la quête de Dieu, ou à la réflexion intuitive, personnelle, à la contemplation. Tout de suite, on va nous mettre dans une case, la case de la religiosité qui peut, vous permettez l'expression, virer dans un radicalisme déjà prononcé, bien avant que ça se produise. Bien, wow. Grosse question. Bon, effectivement, d'abord, peut-être en préambule, indiquer que les religions étaient là avant les lois, avant les États, avant la politique. La religion était là depuis le premier homme sur la terre. Et la religion était là d'abord, il me semble, pour amener de l'espoir à l'homme. De l'espoir d'avoir... de l'espoir de pouvoir utiliser cette vie pour en gagner une autre, plus longue, différente, qui serait la rétribution de celle-ci, que cette vie était une chance et qu'il fallait l'honorer et qu'il fallait en profiter pour s'améliorer et avancer tous les jours un peu plus vers celui qui nous avait donné cette vie. En même temps, nous a donné le plus beau cadeau, c'est le libre arbitre. Le beau cadeau, c'est le libre arbitre. S'il avait voulu que tous nos chemins soient réglés comme une horloge suisse, il l'aurait fait, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais il nous a donné le libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre qui a conduit l'homme, quelque part, à chercher plus de pouvoir. Et celui qui crée l'espoir, celui qui donne de l'espoir, c'est celui-là qui a le pouvoir. Alors quand la laïcité arrive à être dévoyée de sa véritable nature, celle même qui devait aider les uns et les autres à vivre ensemble, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui veulent vivre leur foi, ceux qui ne croient pas, ceux qui pouvaient faire vivre une société ensemble. Si elle a été dévoyée, c'est parce qu'effectivement la religion est génératrice, créatrice
d'espoir dans une société. Aujourd'hui, on arrive avec de nouvelles générations politiques où le pouvoir reste encore quelque chose d'extrêmement goûteux. Tout le monde veut être le plus puissant. Alors la puissance va avec l'argent, avec les armes, avec un tas de choses, mais on s'est rendu compte que l'espoir, c'était peut-être quelque chose d'encore plus fort que l'argent, qu'encore plus fort que les armes, qu'encore plus fort que la guerre. L'espoir, c'est vraiment la force la plus forte sur notre planète, quelque part, pour guider l'humanité, quelque part. Donc, tuer l'espoir, c'est peut-être une chance d'avoir le pouvoir. Et c'est peut-être dans cette matrice-là que certains de nos politiques ont travaillé autour du concept de laïcité qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il peut être vécu comme étant quelque chose qui, comme carrément devenu une nouvelle religion. Voilà, la religion du pouvoir, celle qui tue l'espoir, celle qui donne une seule et même identité à chacun et surtout qui interdit de croire en autre chose et de le montrer. Donc, effectivement, il y a cette déviance que l'on sent de plus en plus dans nos sociétés occidentales, en tout cas. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a un impact sur la jeunesse, évidemment. Et on l'a vu et encore récemment, malheureusement. Maintenant, pour effectivement, sur l'ensemble des appareils de notre société, les appareils universitaires, scolaires, politiques, médiatiques, on se rend compte que le spirituel a encore de moins en moins de place. On peut de moins en moins en parler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'en parle vraiment pas beaucoup parce qu'on ne sait plus trop comment faire. On marche sur des œufs parce que tout peut se retourner contre nous quand on s'exprime sur le sujet. Pour ma part, je m'appuie sur mon propre vécu. Quand je m'exprime sur le sujet du spirituel, c'est pour parler de ce que j'ai vécu, de ce dont j'avais besoin, de ce qui me manquait et de comment je l'ai comblé. Par exemple, je raconte bien souvent, pour commencer à parler du spirituel, j'explique que moi, à la maison, dans ma famille, il n'y avait pas un Dieu, mais il y en avait deux. Ouais, ça commence bizarrement, mais à la maison, dans ma famille, il y avait deux dieux. Il y en avait un qui s'appelait Johnny Hallyday et l'autre s'appelait Jacques Mesrine. Vous voyez? Donc, un était un grand bandit et l'autre un chanteur extrêmement populaire. D'ailleurs, mes parents m'ont tatoué le prénom de Johnny sur le bras à l'âge de 9 ans pour bien que je me rappelle. Ma mère, elle disait qu'il n'y avait pas de Dieu parce que si Dieu existait, il n'aurait pas créé les Arabes. Vous voyez? Donc, mon rapport à la religion, au spirituel, était très, très particulier. Pour autant, un jour où j'étais extrêmement mal dans ma peau, en détention, en prison, dans ma cellule, un aumônier des prisons, un aumônier catholique, est entré dans ma cellule. Il venait visiter un autre détenu qui n'était plus là. Quand il est venu, il m'a regardé, il m'a dit « Ah, excusez-moi, je me suis trompé. » J'ai dit « Ça, monsieur, c'est votre problème. Maintenant, vous êtes là, on va discuter. » Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit « Monsieur, vous avez l'air de ne pas être bien. Vous avez l'air d'être en souffrance. » J'ai dit « Oui, mon père, si c'est comme ça que je dois vous appeler. » Vous savez pourquoi j'ai mal? Il me dit « Non. » J'ai dit « Parce que je crois peut-être que même Dieu ne pourra pas me pardonner pour ce que j'ai fait. » Et cet homme-là m'a dit une phrase qui a bouleversé toute mon existence jusqu'à maintenant. Il m'a dit « Monsieur, détrompez-vous, car Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et s'il vous a éprouvé, c'est qu'il sait que vous possédez en vous de quoi surmonter cette épreuve. » Ce jour-là, cet homme de foi catholique a amené en moi une dimension spirituelle, philosophique, religieuse que je ne possédais pas auparavant. Ça m'a fait montrer le monde autrement et ça m'a fait trouver ma place dedans différemment. Moi, j'ai compris ce jour-là, alors je ne sais pas comment cette phrase résonne dans vos poitrines à ce moment-là de notre discussion, mais dans la mienne, ce jour-là, j'ai compris que j'étais un prince habillé en mendiant depuis 20 ans. Moi, je voulais qu'on me pardonne. Et il est en train de m'expliquer qu'il existait quelque chose par-delà tous les hommes réunis, du premier jusqu'à aujourd'hui, qui pourrait me pardonner. Moi, je voulais que ma mère elle-même, il est en train de m'expliquer que même si tous les hommes se montaient les uns sur les autres jusqu'à toucher la lune, ils ne pourraient pas m'aimer comme lui pourrait m'aimer. Et donc ça a réanimé l'humain qui était en moi.
Et ça m'a fait voir le monde autrement. Et évidemment que je me suis promis à moi-même et à mon Créateur ce jour-là qu'effectivement, je serai un meilleur homme demain. Donc, c'est de cette manière-là, c'est avec cet outil-là, quand je vous parlais de cœur à cœur tout à l'heure, que j'engage cette discussion qui, pour moi, est spirituelle et philosophique. Ensuite, j'ai eu d'autres moments noirs dans ma détention, où j'ai même voulu m'évader d'une réalité trop dure à vivre, en mettant un tabouret sur une table, en déchirant les draps de mon lit pour en faire une corde et en finir. Et la seule chose que j'ai vue en passant ce drap cette corde autour de ma tête, c'est tout ce que j'avais lu dans le livre de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je me suis dit à ce moment-là, effectivement, ma vie, elle est dure, mais je dois avoir le courage de l'affronter, de la surmonter. Parce que si Dieu m'éprouve, c'est qu'il m'aime. Et c'est qu'il a confiance en moi pour surmonter ces épreuves. Je suis donc un privilégié. Et je dois me comporter comme tel. Quand on est un prince, on ne se comporte pas en mendiant. C'est pas bien et c'est un manque de respect pour les vrais mendiants. Voilà comment j'entame la discussion et ensuite on parle de nos cicatrices si on en a et on parle de comment les apaiser avec le spirituel. Merci infiniment, Karim Mokhtari, vraiment pour... je te dis quelque chose, Karim. Parmi les 29 physioconférences qu'on a organisées, cette physioconférence m'a touché. Il m'a touché parce que tu avais le courage de parler, d'évoquer ton histoire, ton passage, ton histoire pénible, qui t'a donné beaucoup de force, qui t'a donné aussi beaucoup de sagesse et noblesse. Bravo, Karim Mokhtari. Et je m'incline devant toi par respect et par reconnaissance pour la qualité et du travail que tu es en train de faire avec les jeunes dans des situations d'accrochage, dans des situations difficiles. Je te souhaite plein de courage, plein de continuation pour cette mission noble. J'ai retenu quelque chose. Il faut toujours valoriser le jeune. Il faut toujours axer le discours et la discussion avec les jeunes sur ce qui est positif, sur le potentiel, sur ce qui est possible. Oublier le passé, oublier la négation, oublier les critiques. Merci infiniment, Karim Mokhtari, pour cette leçon. Tout l'honneur pour nous. On vous attend le 25 dans la physioconférence internationale sur la problématique des jeunes avec les lois, avec Dominique Attias, avec les autres aussi. Merci Karim, mon frère. Merci professeur Boumediene. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour notre ami Abdelrazak Roueb. Aussi, merci infiniment pour votre présence et Inch'Allah, à la prochaine. Au revoir. Merci infiniment, Monsieur Mokhtari. Merci infiniment pour votre témoignage. Salut. Franchement, louable à plus d'un égard. Vous avez un discours qui porte par votre être, un discours réellement ontologique. En tout cas, c'est la résonance qui impacte nos êtres et je tenais à exprimer, à en témoigner. Merci infiniment. De toute manière, on est de tout cœur avec vous. On est tous ensemble de toute manière devant ces défis. Et vraiment hâte pour la prochaine conférence, Dr Tahri, Inch'Allah, avec Merci beaucoup. Merci infiniment. Salam alaikum.